En mai 2017, avec l'Espagne des moins de 17 ans, il gagne l'Euro. Son équipe élimine l'équipe de France, celle d'Amine Gouiri, et bat l'Angleterre de Foden ou encore Sancho en finale. Juillet 2019, 2 ans plus tard, avec Ferran Torres et Eric Garcia notamment, il gagne l'Euro U19. Les trois sont nommés dans l'équipe type de la compétition, aux côtés d'un joueur comme Maxence Cacré, que l'Espagne a éliminé en demi-finale. Fin août 2020, un an plus tard, il remporte son premier trophée en club avec le Real Madrid, celui de Raúl, c'est la Youth League. Il est un élément incontournable de sa Castilla, Raúl l'estime beaucoup, il donne beaucoup d'importance, beaucoup de responsabilités, il lui rend bien et naturellement, pas mal de clubs vont s'y intéresser, vont vouloir intégrer l'Espagnol à leur groupe professionnel, lui offrir cette opportunité. Lors du mercato estival 2020, celui qui avait été décalé à cause de la pandémie, donc était resté ouvert après le mois d'août, après la finale de Youth League, le Real Madrid reçoit 11 offres pour son joueur, pour son milieu de terrain, des offres venant d'un peu partout en Europe, principalement d'Espagne. À ce moment-là, le joueur vient de fêter ses 20 ans, n'a aucune apparition en pro sous les couleurs du Real, sous les couleurs de son club, une petite expérience en prêt ne pourrait pas lui faire de mal, mais le Real Madrid s'oppose à son départ. En 2020, beaucoup de jeunes ont eu un bon de sortie, le club n'a pas hésité à envoyer des joueurs en prêt, mais pas lui, et mine de rien, en refusant de s'en séparer, sur le coup, on peut dire que sa direction lui a envoyé un message fort. Le club le voit comme un élément qui, pour la saison à venir, pourrait avoir son utilité. D'ailleurs, c'est ce qui fuite dans la presse à l'époque. On dit que Zidane est impressionné par le joueur, très intéressé par son profil qu'il observe attentivement durant la pré-saison, lors du camp d'entraînement, et il aurait demandé à sa direction de le retenir. Il veut le garder, il ne veut surtout pas le perdre de vue, il juge son potentiel intéressant, ses qualités précieuses. C'est un joueur qu'il espère voir grandir tranquillement, sa polyvalence fait qu'il est à l'aise au milieu de terrain, qu'importe le poste, qu'importe le rôle, que ce soit à la récupération comme à la création, c'est un joueur qui peut devenir important, qui, même dans un groupe comme celui du Real, peut se rendre utile. Tout dépend de comment il va évoluer. Finalement, sur la saison 2020-2021, il va obtenir du temps de jeu en équipe première. En seconde partie de saison, il va faire sa première apparition. Dans la foulée, il aura sa première titularisation et ses performances seront plutôt bonnes. Le joueur est intelligent, physiquement impressionnant, il court beaucoup, a un très gros volume de jeu, n'hésite pas à décrocher, à se projeter pour créer. Il n'évite pas le duel, a un jeu long plutôt prometteur, bref, il emballe tout le monde. En juin 2021, il va obtenir sa première sélection en équipe d'Espagne. C'était face à la Lituanie dans un contexte un peu particulier, avec une équipe très jeune, des jeunes qui ont été appelés pour remplacer les nombreux cas de Covid. Antonio Blanco, Antoine Blanc, Tony White et ce joueur a eu une année 2021 magnifique et aurait dû devenir, sous Ancelotti, cette saison, la doublure de Casemiro, une alternative récurrente au milieu de terrain. Il était présenté comme ça l'été dernier et pourtant aujourd'hui, début 2022, après 5 mois de compétition, il n'a joué que 35 minutes. Concernant son contrat, la situation est floue. Transfermarkt le présente comme étant un joueur en fin de contrat, donc libre en juin. L'an dernier, AS le décrivait comme sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2023. Et en septembre, Marca a publié un article au sujet d'une prolongation jusqu'en 2025. Le journaliste précise dans l'article que pour ces jeunes, le Real Madrid veut rester discret, ne rien publier, ne rien communiquer publiquement pour ne pas altérer leur écosystème. Du coup, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas qui croire. Sur Transfermarkt, rien n'a changé. Sur son compte Instagram, le joueur n'a rien communiqué. Sur son site officiel, le Real n'a rien annoncé. Ce qu'on peut constater, simplement, c'est qu'il y a très peu de rumeurs mercato autour de lui. C'est un potentiel extraordinaire. C'est un nom que les clubs connaissent, mais pas de bruit. S'il était réellement en fin de contrat, j'imagine que les rumeurs seraient nombreuses. L'une des questions que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi le Real Madrid ne l'a pas envoyé en prêt cet hiver. Ancelotti ne compte pas sur lui, malgré ce que dit la presse, factuellement l'Italien ne l'utilise pas. Apparemment Getafe voulait le récupérer, était prêt à lui offrir du temps de jeu, le temps de jeu dont il a besoin dans une équipe de première division. Un prêt là-bas aurait pu faire grandir le joueur, mais le Real Madrid ne l'a pas laissé partir. Ancelotti lui a fait découvrir la C1, lui a offert ses premières minutes dans la compétition, c'est vrai, 5 minutes contre le Sheriff Tiraspol, c'est mieux que rien, néanmoins, la presse et les fans lui reprochent de ne pas assez tourner, de ne pas assez reposer ses cadres, et c'est un reproche qu'on faisait déjà à l'Italien lors de son premier passage à Madrid. C'est ce qui lui a valu son licenciement, plus ou moins. Durant sa première saison, on disait par exemple que Pérez était très déçu du temps de jeu de certains joueurs, notamment Iaramendi, qu'il avait payé très cher à son poste. Ancelotti préférait mettre Di Maria. D'ailleurs, sa version de Di Maria au milieu de terrain cette saison-là, c'est une version du joueur dont on parle encore à l'heure actuelle, qui fait encore fantasmer, que personne n'a oublié. Aujourd'hui, on lui reproche donc la même chose. On dit qu'en faisant trop peu tourner, il est en train de tuer ses cadres, qu'ils ne tiendront pas toute la saison sur ce rythme, qu'au moment où les matchs importants vont arriver, le groupe ne sera pas dans sa meilleure forme, que les blessures vont pleuvoir. En gros, on dit qu'il gère mal son groupe. Sur ce point, on le présente un peu comme l'anti-Zidane. Et pourtant, en interne, chez les joueurs, tout le monde semble adorer l'Italien. Comme lors de son premier passage, la critique ne vient pas du vestiaire.
La critique ne vient pas du vestiaire parce qu'Ancelotti est honnête avec son groupe, est clair sur ce qu'il veut, sait ce qu'il veut, ne change pas d'idée toutes les semaines, il marche droit, il est loyal et comme les règles ne changent pas, qu'elles restent fixes, les joueurs n'ont rien à lui reprocher. Respecte la hiérarchie du coach, c'est le cas pour Antonio Blanco. Tout le monde s'inquiète pour son temps de jeu, pas lui. Son statut n'a pas changé, le club a toujours confiance en lui, il est souvent appelé dans le groupe professionnel, plus souvent que la saison dernière, et il n'est pas moins bien traité qu'un autre. La saison dernière, il avait pu profiter des absences, des blessures, du Covid, etc. pour gratter du temps de jeu, mais son statut n'était pas réellement plus important qu'aujourd'hui. En tout cas, lui n'en aurait pas l'impression, il se sent bien. Il est plus souvent dans le groupe professionnel, donc rate pas mal de matchs de la Castilla, rate pas mal d'occasions de se montrer, mais ne semble pas agacé par la situation, semble la trouver plutôt juste. Le trio titulaire tourne bien, est efficace, rapporte des points, la méthode Ancelotti fonctionne, et le joueur comprend les décisions de son coach. D'ailleurs, il n'a pas demandé à quitter le club cet hiver, il n'a pas forcé son club à accepter la proposition de Retafe. À Madrid, personne ne lui a assuré un temps de jeu minimum, j'imagine que son président adorerait le voir performer en équipe première, ce n'est pas le problème, tout le monde a hâte de le voir régulièrement dans la rotation, mais à son poste, il y a des joueurs de très haut niveau, ils sont réguliers, ils sont à la hauteur de ce que demande le coach, et Blanco ne peut que comprendre qu'on ne peut pas tout basculer pour précipiter son éclosion. Ancelotti ne peut pas casser sa relation de confiance avec ses cadres pour faire plaisir aux autres, il doit être juste. Ensuite, la saison n'est pas terminée, il reste encore beaucoup de matchs à jouer, le club n'est pas à l'abri de blessures, et si ça arrive, ce sera à Blanco d'en profiter pour devenir une option que le coach va avoir envie de récompenser. Avant de m'intéresser à sa situation, avant de creuser le cas Antonio Blanco, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec Marcos Llorente. Avec le Marcos Llorente qui fait ses débuts en pro, que tout le monde adore, que tout le monde veut voir, mais qui doit finalement partir pour jouer, qui part à l'Atlético, qui explose, et que les fans regrettent. Les deux joueurs ne sont pas dans la même situation, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Llorente était un cadre de la Castilla, comme Blanco. Ses débuts sous Benitez étaient prometteurs, comme les débuts de Blanco sous Zidane l'été, et plus ou moins à la même période, au même moment, les deux ont vu leur club signer un gros potentiel dans leur zone. Pour Llorente, c'était Kovacic, pour Blanco, c'est Camavinga. On a désigné les deux comme potentiels successeurs de Casemiro. Sous Solari, Llorente a pu goûter un temps de jeu régulier au Real Madrid, il a pu briller, mais ne s'est pas installé. Dès que Zidane est revenu, il a perdu son statut. Il a été patient, il a attendu son tour, mais à un moment donné, pour sa carrière, dû partir. Les fans souhaitent forcément autre chose pour Antonio Blanco. Malgré tout, le Real Madrid a de grandes ambitions pour le prochain mercato. Après avoir récupéré Camavinga, le club souhaiterait faire Aurélien Tchouaméni. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un top joueur, c'est un international, mais c'est un obstacle de plus pour Blanco, un obstacle de taille. S'il peut espérer du temps de jeu en seconde partie de saison, pour la saison prochaine, la mission s'annonce un peu plus compliquée. Cet été, il va peut-être devoir se trouver en point de chute, c'est une éventualité, et comme je l'ai dit sur Twitter pendant le mercato, je le verrai bien à l'OL.